Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Elle a eu plusieurs semaines très remplies. J'ai découvert que c'est une cachetière. Une menteuse. Une menteuse. Je voulais pas le dire, Sophie Durocher. Je voulais pas le dire que t'étais menteuse, mais je suis assise à côté d'elle à tous les jours. Ouais. Elle m'avait jamais parlé de Sortez-moi d'ici. Elle m'avait jamais parlé d'Éric Lapointe. Et tu sais, quand t'apprends la personne que tu vois tous les jours, t'apprends ce qu'elle fait dans les journaux, c'est presque insultant, Sophie. Oui, mais j'avais pas le choix parce que dans les deux cas, on signe évidemment des ententes de confidentialité, autant pour la participation à Sortez-moi d'ici que pour la grande entrevue que j'ai faite avec Éric Lapointe. Pour des raisons complètement différentes, il fallait garder le secret, mais je t'annonce que Sortez-moi d'ici, moi je le savais depuis le mois de janvier, donc je t'ai menti et je t'ai caché ça depuis, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quand je suis partie, je disais pas un mot à qui que ce soit. Je te l'annonce officiellement, il y avait 2 personnes dans mon entourage qui le savaient, mon mari et mon fils. Mes frères et sœurs ne le savaient pas, mes parents le savaient pas, personne, mes amis les plus intimes ne le savaient pas. Et donc, j'ai menti à tout le monde en disant que je partais faire un trip de yoga au Mexique. Ben non, c'est pas ça que j'ai fait. Je suis allée au Panama confronter mes pères. Au Panama. Et Sophie, je dois te le dire, là, je te connais assez pour te dire que je t'imagine vraiment pas dans une jungle panaméenne à dormir sur un bout de bois, là. Oui, à le bout de bois inconfortable, je tiens à le préciser, mais on a vraiment dormi. En fait, si vous avez regardé la première saison de Sortez-moi d'ici, ce sont des conditions absolument dégueulasses, épouvantables. On dort pas, on dort mal, on se fait piquer par les moustiques. De deuxième saison? Oui, la deuxième saison est pareille. Et c'est même pas moi qui le dit, c'est Jean-Philippe Dion, qui est donc co-animateur et producteur de la série, qui dit que les épreuves de la saison 2 sont pires, sont plus terrifiantes, sont plus dérangeantes, sont plus confrontantes que les épreuves de la première année. Alors, si vous avez regardé la première année et que vous êtes assis dans votre canapé en disant « Mon Dieu, ça n'a aucun sens, ils sont donc ben fous, ce monde-là », dites-vous que nous, on est peut-être une coche encore plus fou parce que les épreuves sont quelque chose. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour te convaincre d'embarquer dans cette aventure-là? 3 secondes. Ah oui? Ouais. Écoute, moi, ça fait des années que je dis tout le temps, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Te souviens-tu, la première émission du Monde à l'envers qu'on a faite ensemble, Stéphane Bureau nous avait demandé de nous présenter, tu sais, puis bon, je suis chroniqueuse, puis je fais ci, puis je fais ça, et j'avais dit à Stéphane, j'ai peur de rien et de personne. Parce que tu savais que tu t'en allais au Panama? Non, c'était en septembre 2022, donc alors j'ai eu l'appel en janvier 2023, et il fallait que je confronte cette réalité-là. Tu sais, je passe mon temps à dire j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Est-ce que c'est vrai? Et il y a qu'une façon de le savoir, c'est de participer à une émission comme ça, parce que en préparation pour l'émission, tu passes des heures à discuter avec des gens de l'équipe qui te demandent c'est quoi la liste de tes plus grandes peurs? Qu'est-ce qui te terrorise le plus? Mais ça, est-ce que c'est pour te mettre encore plus dans la chenoute pendant l'émission, ou c'est pour éviter de te rendre c'est qu'en fait, il faut juger, parce que si t'es pour avoir une crise cardiaque en plein milieu de la jungle, c'est pas ça qu'on veut non plus. Okay. Donc, eux sont assez intelligents pour jauger. Mais si t'as regardé la première saison, tu le sais. À chaque fois que quelqu'un est confronté à quelque chose, c'est pas parce que c'est une partie de pique-nique, sinon personne n'a du fun. Faut que ça vienne te chercher dans le tréfonds. Donc, je peux vous confirmer, sans donner évidemment aucun détail, que chacun d'entre nous a été bouleversé dans le tréfonds. Mais on dirait que c'est un rêve, là. Tu sais, je rêve à comme Alex Perron puis Sophie Durocher dans une jungle. Pas de bouffe, pas de lit, et on pas a de toilette. À survivre dans une jungle panaméenne. Il me semble que c'est un scénario de film de fiction. Mais c'est ça qui est amusant. Puis la première année, c'était comme ça, puis ça va être comme ça. Ça a été comme ça la deuxième année. C'est que c'est des gens qui, normalement, ne devraient pas se rencontrer. Normalement, moi, je me retrouve pas avec Sébastien Toutan, qui est un champion de ski de planche. C'est pas pratique, ça, au Panama. C'est un gars qui fait du sport extrême. Moi, je fais du journalisme extrême. Tu sais, on n'est pas censé se rencontrer. Puis c'est des gens que, normalement, dans la vie de tous les jours, nos chemins ne se seraient pas croisés. Tu sais, Alex Perron, on est tous les deux dans le milieu culturel, donc ça
ça se peut. Mais moi puis Sébastien Toutan, moi, je suis la plus vieille. Et lui, je pense, est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune. Donc, mais normalement, moi, je croise pas dans la vie de tous les jours des gars qui font des sports extrêmes. Puis on a vécu des choses extrêmes, tout le monde ensemble. Là. C'est l'expérience d'une vie, vraiment. C'est assez... moi, j'ai vraiment hâte de le regarder parce que j'essaie, je le dis là à tout le monde, là, j'essaie de soutirer des informations à Sophie à tous les jours. J'essaie de la regarder puis poser des questions pour voir comment ses yeux vont réagir. Rien, poker face. Même là, sous la torture, je ne dirais rien. Écoute, je peux juste te parler en généralité. Tu sais, je peux juste te dire j'ai eu peur. Je peux juste te dire que j'ai été profondément inconfortable. Mais là, je veux savoir, Richard réagissait comment? On s'en fout de Richard. C'est pas lui qui est allé là. Non, Richard, sa réaction, ça a été de dire moi, je serais incapable d'y aller. C'est ça. On s'en fout pas de Richard. Au contraire, Richard a été un appui extraordinaire à chacune des étapes. Il m'a encouragé. Non, sérieux. Richard m'encourageait d'autant plus qu'il disait je sais pas pourquoi tu vas là et je sais pas quand je suis revenue, il a dit je sais pas comment t'as fait pour faire ce que t'as fait. Donc Richard a été un élément essentiel avec mon fils qui m'ont tous les deux soutenu avec des SMS puis des trucs et il faut le dire que toute la période où on est là-bas, on a zéro contact. Ben là. C'est ça. On est complètement isolés. Donc Richard m'envoyait des SMS avant, mais une fois rendu là-bas, t'es incommunicado. Puis moi, je suis du genre à parler à mon fils puis parler à mon mari à toutes les 5 minutes. Donc ça fait aussi partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Pour quel organisme t'as fait ça? Pour la Fondation du cancer. Et c'était extrêmement important pour moi parce que au cours des dernières années, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui ont été confrontées au cancer. Dans le cadre de ma cousine, elle est décédée il y a 15 ans de ça, à 48 ans, d'un cancer fulgurant. Elle avait eu son diagnostic juste avant Noël. Elle est morte au mois de mai. Donc, juste pour te dire que c'est vraiment allé très vite. Et il y a une de mes amies qui fait des cancers de la peau à répétition. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je suis passée à un doigt de développer un cancer de la peau. J'ai des amis proches qui sont décédés de cancer. David Ouellet, qui je pense beaucoup ces temps-ci avec ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, des gens que j'aime profondément qui ont été confrontés au cancer. Et je me suis dit, je veux gagner la compétition parce qu'on sait que ceux qui gagnent remettent un montant de 50 000 $ à la fondation de leur choix. Donc, j'avais une grande motivation. Parlons d'Éric Lapointe. Oui, il faut parler d'Éric. Grosse annonce, la première sortie d'Éric Lapointe où il va parler depuis les événements qui l'ont amené finalement à se retirer de la vie publique, là, les accusations de violence conjugale notamment. C'est avec toi qui as décidé de le faire et ça va être diffusé au mois de janvier. Pourquoi maintenant Éric Lapointe doit parler finalement? Écoute, la réponse, vous allez l'avoir le 14 janvier parce que ça fait évidemment partie des questions que je lui ai posées. Donc, l'entrevue, on l'a faite lundi. On s'est assis longuement ensemble. Une longue entrevue où on a parlé, bien sûr, de ses démêlés avec la justice. Il a quand même obtenu une absolution conditionnelle, mais même l'absolution conditionnelle a créé énormément de vagues parce que cette sentence-là a été extrêmement controversée. Et il y a une ordonnance de la Cour qui nous empêche évidemment d'identifier la victime. Donc, il a gardé le silence pendant 4 ans. Il avait accordé une entrevue à nos collègues du Journal de Montréal, mais il avait accordé aucune entrevue télé. Donc, il a accepté de s'asseoir longuement et de répondre à toutes nos questions. Je pense que simplement l'heure était venue pour lui parce que 4 ans de silence, il était temps qu'il parle. Puis il a choisi le moment où lui sentait que c'était correct. Là, Qui a interviewé Éric Lapointe, la journaliste en toi ou la féministe en toi? Les deux, parce que c'est la même personne, mais surtout la personne empreinte de justice et la personne qui considère que dans un état de droit, toute personne a le droit à une défense pleine et entière et toute personne a le droit aussi qu'une fois que la sentence est rendue, que la société tienne compte de cette sentence-là et n'impose pas ensuite une deuxième sentence et qu'il n'y ait pas de tribunal populaire après la justice, que la justice ait parlé. Sophie Durocher, animatrice à Cube qui va me succéder dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci.